sur Charlotte, il y a eu un échange qui était très bon. Michel avait dit, voilà, moi, comment je sentais Charlotte plutôt amoureuse. Et tu as eu un moment où tu m'as dit, mais tu sais, les filles, parfois, elles sont un peu. Ça m'est complètement échappé. Ouais, j'étais dans le budget de l'amour, quoi. Oui, c'est vrai, mais c'est compliqué. Les filles, elles ont ça. Toi, t'es marionnettiste, tu le sais. Et parfois, on est un peu des jouets. Elles peuvent avoir ce côté un peu. Ouais, c'est vrai, c'est triste, mais c'est vrai. Alors, et ça, c'est très bon parce que c'est très peu dit. Et on a dit aussi que, en fait, il y avait un non-dit sur Charlotte, éludé. Alors, il a bien dû exister quand même, cette fille. Pourquoi on s'est réunis? Terrible. Parce qu'elle a aimé, elle n'a pas aimé. Qu'est-ce que ça s'est passé? On ne sait pas. C'est la vraie Charlotte Magnier, je ne sais pas. Mais c'est libertin, je pense, bien sûr. Voilà. Mais en même temps, dans sa situation, lui, il a eu de la joie et elle était censée faire ses coups. Énormément de textes sur Goethe, mais personne ne va écrire un truc là parce que c'est pas intéressant à écrire, mais à dire c'est super intéressant. Dans le cadre d'une conversation, oui, c'est super intéressant. Et là, on est dans la fonction de la parole, en tant qu'elle ne va pas dire la même chose que ce qu'on écrira. Oui. Ce qui me plaît beaucoup dans ta personnalité, il y a beaucoup de choses qui me plaisent, mais ce que j'aime beaucoup, c'est que ton histoire a fait de toi un Autrichien, donc, de langue allemande, qui est venu en France, pour des raisons que tu as très bien expliquées hier, et qui sont très importantes, qui permettent de comprendre ton rapport au français, et surtout, un français de bonne qualité, c'est-à-dire que tu vas pouvoir faire le pont entre les Français qui sont intéressés par la culture allemande et nous. Voilà. Sachant que, c'est la première remarque que je veux faire, il existe une sorte de malédiction en 2023 sur la culture allemande, parce que même moi qui ai fait des études d'allemand un peu longues, j'ai tendance à voir l'obstacle nazi entre la culture allemande et nous. Autrement dit, et puis c'est véhiculé ici par les films, par les tas de lieux communs. Les films sont des machines à lieux communs, l'intensif et la stupidité. Comme si l'allemand ne pouvait au fond être qu'un nazi. Or, tu as l'exemple tout à fait contraire. Hein. Pour moi, l'Allemagne... c'est aussi, hein, il y a eu des nazis, on ne va pas se le cacher, hein, c'est aussi le domaine de la sensibilité, de l'intelligence, de la culture au sens le plus élevé du terme. Et il y a un monde entre ce que disait, c'était Charles V, hein, je crois, qui disait qu'il parlait allemand à son cheval, et ce que la culture allemande est devenue. Voilà. Et c'est pour ça que je suis heureux de m'entretenir avec toi aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tu penses de cette idée que la culture allemande pourrait être pensée, sentie, vécue par les Français à travers le prisme nazi? Est-ce que tu penses que c'est vrai? Est-ce que tu as éprouvé ça en Alors le conflit franco-allemand, il est ancien, hein, ça date de la séparation, ça date de Charlemagne, enfin des descendants de Charlemagne, qui, comment dire, c'était pas ses fils, mais ses petits-fils, si je ne me trompe pas, qui se sont partagés le royaume, enfin, le grand royaume des Francs, Frankreich, c'est ce que ça veut dire en allemand. On dit le Reich, l'empire, enfin, le Reich, le royaume des Francs, Frankreich. Et donc, et c'est de là en fait qui a commencé la séparation. En fait, pour moi, c'était les Français et les Allemands, c'est toujours des cousins. Ça l'était, ils le sont, ils l'ont toujours été. Donc c'est autant plus dommage qu'ils se soient tapés dessus pendant des siècles. Mais bon, puis et en plus en se battant sur c'était partagé en trois. Hein, c'était le côté France d'aujourd'hui, le côté Allemagne d'aujourd'hui, et la Lorraine, Alsace-Lorraine, c'était le troisième, Lothar. Lorraine, Lotharingen, ça s'appelle en allemand. C'est juste ça. Lorraine, Lothar. Voilà, et donc du coup, enfin, voilà, une fois que... Voilà, en général, les deux se sont toujours bagarrés pour obtenir la Lorraine avec Strasbourg, hein, où Goethe a étudié.
où Kleist aussi était fait passer un moment. Mais et surtout Büchner, mais qui était une ville française allemande. Ça appartenait à l'époque déjà à la France, mais c'était quand même une ville universitaire allemande. Donc c'était Strasbourg. Voilà. Mais bon, voilà, donc c'est un conflit plus ancien que la Deuxième Guerre mondiale, qui était peut-être, qui eux commençaient les conséquences de la Première Guerre mondiale, et la Première Guerre mondiale est d'une certaine manière conséquence de la guerre franco-allemande en 1871, si je ne me trompe pas. Oui. Après, on peut pas remonter, on va pas jouer les points de glotte, c'est des causes et des conséquences. Mais pour dire que c'est après la Deuxième Guerre mondiale était la plus terrible, et surtout menée par... Parce qu'entre guillemets, les guerres précédentes, c'était... Alors, tu vois, par exemple, pour les Allemands, nous, on est Frankreich. Pour vous, vous êtes des Allemands ou des Autrichiens, tu vois. Et voilà, ça a une certaine signification sur le plan sémantique qui serait intéressante à penser. Mais de l'extérieur, pour nous, Français, nous sommes Frankreich. Donc, le royaume, Reich... Des Francs. Ouais. Des Francs. Des libres, des gens libres. Parce que Franc, vraiment Frank... Ça signifie libre, un homme libre. Les Francs, cette tribu, plus que ça, germanique, qui a pris le pouvoir, lors des... comment ça s'appelle là, Völkerwanderung, là, quand il y avait toutes les migrations, enfin cette époque-là du début jusqu'à... comment dire, aux alentours de 500, les grandes migrations. Jusqu'à l'arrivée des Normands, tout ça aussi. Hein. Et donc les Francs étaient des libres, ils se considéraient. C'est la signification du mot franc, c'est pas seulement les sous, c'est les livres, c'est les gens libres, les hommes libres. D'accord, très bien. C'est intéressant. Frank und frei, on dit. Hein. Moi ich bin frank und frei. Ça veut dire deux fois la même chose en gros. D'accord. Franc aussi, nous on traduit en allemand le mot franc, aussi comme quelqu'un d'honnête, franc et de courtois, on dit ça, quelqu'un qui dit la vérité. Et longtemps, les Français ont eu la réputation d'être francs. Je ne sais pas si c'est encore vrai, mais ils ont eu longtemps cette réputation. Mais ce que je lis dans ce que tu me dis, c'est un double désir, typiquement allemand à mon avis, ou autrichien, à savoir un amour de la France et aussi une haine de la France. Il y a les deux. C'est-à-dire que je l'ai très souvent lu chez les Allemands, une envie-désir et puis une antipathie. Toi, tu sais que Goethe disait, je ne sais plus si je l'ai lu dans ton livre ou ailleurs, mais Goethe disait que les Français étaient infréquentables, mais qu'on pouvait boire leur vin. Ce qui était certainement excessif, hein, c'était ce qu'on appelle je te disais hier, pour moi, pour le dire en une phrase, c'est un moment, ça m'est venu comme ça à l'esprit. Je disais toujours, les Français, ils aiment tout ce qui est bon, ce qui est bon vivant, et les Allemands, ils aiment tout ce qui est bien fait, correct, tout ça. Et ça me semble que c'est une définition qui m'est venue à l'esprit comme ça, je trouve assez juste, c'est comme ça que je le ressens. Après, il faut dire que moi, je suis autrichien, donc les Autrichiens déjà sont considérés un peu à être les bouffons des Germaniques, c'est-à-dire que les Allemands, ils nous prennent... Enfin, ils aiment bien parce ils nous aiment bien parce qu'on les fait rire. Après, bon, il y a quand même Hitler qui était allemand, mais il faut dire que Mozart était allemand aussi. Enfin, autrichien. Hitler est autrichien. Mais Mozart aussi. Souvent, nous revoit ça. Mais après, par rapport, si on est en histoire, l'Autriche avait toujours une petite place à part. Peut-être les Allemands, ils étaient toujours jaloux des Autrichiens d'une certaine manière, parce que nous, on avait déjà un empereur. Eux, ils étaient encore des petits duchés, des trucs. Enfin, la Prussie arrivait, tout ça. Il y avait les guerres entre les Prussiens et les Autrichiens aussi. Ils se sont battus. Et ils nous ont volé, finalement, si tu veux, l'hymne allemand d'aujourd'hui et l'ex-hymne de l'Empire austro-hongrois, composé par Haydn. C'est une musique. Enfin, nous, à l'époque de l'Empire, cet hymne était joué léger, rapidement. Et c'était Haydn, hein? C'est comme ça. Et les Allemands maintenant, évidemment, ça c'est notre rapport avec les Allemands, c'est pauvre Haydn, je pense qu'il
Mais bon, pour te dire, il y a un peu de ça. Mais après, les Allemands, évidemment, ils se sont imposés. Et parmi les nationalistes allemands, autrichiens, nationalistes, c'est quand même, eux, ils aspirent à être allemands. D'accord. Ils aspirent. Ah oui. Oui, puis l'Anschluss, tout ça, il y a quand même des gens, certains qui ont dit, bah, de toute façon, il vaut mieux être allemand qu'un petit, ça c'est après la Première Guerre mondiale, un petit appendice de l'Empire. D'accord. Le petit coin là qui reste des gens qui parlaient allemand. Ah ouais. Mais c'est vrai que les Autrichiens. L'appendice en trop, c'est intéressant. Hein. Oui. En plus, problème. Le pays, ça ressemble à un appendice, c'est pour ça que je dis. Et après, comment dire. Mais les Autrichiens, je crois qu'ils ont plus une affinité avec, je dirais, la langue française. Pas forcément les Français, mais bon, mais quand même, je crois. Et voilà, je m'égare. Mais pour dire qu'on revient à ce qu'on s'était dit, pourquoi il y a un début de haine. Parce que j'ai constaté qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands, ils aimaient plus les Français que les Français les Allemands. Et pour cause. Hein. Il y a des générations des Allemands qui adoraient, et qui adorent toujours, faire passer leurs vacances en France. Hein. Alors il y a une caricature aussi de l'Allemand qui a gagné sa vie en Allemagne toute la vie, puis qui part à la retraite sur la Côte d'Azur, qui fréquente les boîtes libertines du Cap d'Agde et tout ça. Bon, c'est une caricature. Je ne dis pas qu'ils n'existent pas. Hein. Je dis que ce n'est pas ceux qui nous intéressent. Tu vois, voilà. En fait, c'est ça. Il y en a d'autres. C'est vers ça que je veux aller. Oui. Avec toi. Tu vois, vers ces beaux Allemands qui font le lien entre Henri Heinrich Heine, qui est enterré sur la cimetière de Montmartre, et qui est venu en France, vivre en France. Il était genre un correspondant pour les Allemands de la France à l'époque. Lui, évidemment, il adorait les Français, il adorait la vie française. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait un premier rapport en direct de la choléra, qui était, on l'a récemment ressorti à cause du Covid, en fait. Qui avait déjà... bon, c'était un grand poète. Il a écrit des poèmes magnifiques. Et le plus fameux, c'est la Loreley. C'est la légende de la... Je crois que c'est une espèce de... Comment ça s'appelle les femmes qui vivent dans l'eau? Oui, les Loreley, les sirènes. Une sirène dans le Rhin, dans la rivière du Rhin. Donc il y a plein de légendes autour. Et lui, il a fait un poème qui était mis en musique. Alors là, je ne sais plus par qui. Et ça va comme ça. Je ne sais pas pourquoi pourquoi je suis immergé de tristesse. C'est ravissant. Un conte des temps anciens me passe constamment à l'esprit. Et donc c'est comme ça que ça commence. C'est très élégant. Alors nous, en France, on a Guillaume Apollinaire, je ne sais pas si tu connais un peu, qui était très féru de culture allemande et qui a écrit de très très beaux poèmes, les Rehmann, qui connaissait bien l'Allemagne, qui adorait l'Allemagne. Tu vois qu'il y a des ponts qui ont toujours existé entre les gens cultivés et intelligents. Surtout les artistes. Il y a Zweig avec Romain Rolland, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils se sont fréquentés, ils ont écrit, ils ont même cherché à créer une espèce d'unité. Enfin, ils ont senti que la guerre était inévitable. Alors maintenant, est-ce que je mélange la Première ou la Deuxième Guerre? Je ne sais plus. Mais en tout cas, ils se sont... je crois que c'était pendant la Première Guerre mondiale. Ils ont tout fait pour que ça n'éclate pas. Enfin, et ils ont essayé de le faire de leur côté, du côté en tant qu'intellectuel allemand, et dans l'occurrence Zweig, autrichien. Mais bon, l'Autriche n'existe plus tellement comme empire. Ouais. Alors, ce qu'on peut tirer déjà comme conclusion du début de conversation, c'est que les guerres sont des victoires peut-être inévitables de la frange la moins intéressante des Français et des Allemands. Parce que ça ne veut pas dire que tous les Français détestaient les Allemands et que tous les Allemands détestaient les Français. Là, il y a une espèce de faramineux malentendu qui coûte quand même très cher à l'humanité. C'était la charcuterie la plus totale, surtout la Première Guerre mondiale. Et c'était... C'est absolu. Il y a...
Pour l'anecdote, il y a quand même la fameuse Arletty qui était, puisqu'on parle, Ouais. c'était pas seulement des choses atroces, amoureuse d'un officier allemand, mais vraiment amoureuse. C'est bon. Enfin, on lui a reproché ça, hein, cette fameuse histoire, mon cœur est français, mais mon cul est international. On lui a reproché d'être collaboratrice. Non, mais c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais tu sens qu'il y a une forme de provocation qui correspond certainement à de l'angoisse par rapport à ce qui lui était reproché. Parce que, mais pour finir cette histoire, ils se sont retrouvés après la guerre. Donc c'était un vrai amour. Elle n'a pas genre cherché la proximité d'un officier allemand pendant l'occupation pour en profiter. Ils sont tombés amoureux. L'amour Ils se de sont quelqu'un. retrouvés. Oui. Ça, c'est très beau. Oui. Alors, tu sais que moi, j'ai une théorie sur ça. Je pense que l'amour est stellaire. Alors, c'est une vieille théorie, hein, Oui. on parle depuis très très longtemps. Hein. C'est-à-dire que ça se passe au niveau des étoiles. Il y a des gens, ils sont faits pour se rencontrer. Voilà, et il se passe un truc complètement incroyable qui traverse complètement l'espace social, qui est bouleversant pour ceux qui le vivent et qui acceptent de le vivre. Parce que tu as énormément de personnes, hélas, hein, qui préfèrent un amour raté qui dure 50 ans, ils appellent ça les noces, je ne sais pas trop quoi, à un amour réussi qui dure 6 mois. C'est parce qu'il y a une espèce de, on en a parlé hier, hein, de terreur à l'idée d'aimer, chez tout le monde. Hein. Oui. Et je pense que dans cette guerre, ces gens qui ont fait la guerre, au fond, est-ce que ce ne serait pas des ratés de l'amour? Des réussis de la mort et des ratés de l'amour, tu vois? Et là, on sort de l'Allemagne et de la France. C'est juste des histoires d'êtres humains. Mais l'amour n'a pas de frontières, hein, cette fameuse. Ça, c'est très clair. Ne connaît pas de frontières, dans tous les sens. Mais pour revenir, parce que tu sais pas, alors la haine contre les Français qui s'est manifestée chez Kleist plus tard, c'est les guerres napoléoniennes. C'est le fait que Napoléon envahit toujours la France, l'Allemagne qui n'existe pas en tant que pays entier. Ça, c'est vu. Mais justement, ces guerres ont provoqué et ont eu comme pour conséquence l'unification, si tu veux, de l'Allemagne. Après, c'est Bismarck, tout ça. Et ils l'ont fait à Versailles. Hein. La fameuse déclaration. Oui, bien sûr. Oui, et aussi Napoléon, d'une certaine manière, il est à l'origine, enfin de ce qui était déjà avant, mais du nationalisme allemand qui va donner les nazis, l'idéologie nazie. Oui, alors ça, elle est née, c'est une conséquence de Napoléon, d'une certaine manière. Avec les romantiques que je te parlais hier, il y a cette idéologie ouvertement antisémite et nationaliste. L'Allemagne, et contre le franc-maçon et tout ça, il y a des textes abominables, qui a été manifesté en tout cas, et aussi écrit et dit haut et fort à ce moment-là, je dis 1812, 1813, juste après. Et c'est ça, et ces écrits-là ont certainement inspiré Hitler et ses sbires. D'accord. Alors c'est intéressant parce qu'on est à la racine de ce que j'appelle un réflexe. Parce que aussi bien l'antisémitisme que la haine du franc-maçon ou toutes ces haines, on sent bien que c'est des réflexes nerveux pratiquement de l'obscurantisme, en fait, de la bêtise, de l'obscurantisme. J'ai 90% des gens qui sont antisémites n'ont pas lu la Bible, ne savent pas un mot d'hébreu, seraient bien incapables de signifier ce que c'est la particularité juive. Et idem pour les francs-maçons. J'aime pas les francs-maçons, alors qu'est-ce que c'est qu'un franc-maçon? Ils sont incapables de le dire. Mais c'est une conspiration, ça s'arrête pas, hein. C'est même aujourd'hui c'est pire. Plus que jamais. Parce que l'obscurantisme, hélas, il faut toujours que ce soit la faute de quelqu'un. Il faut toujours que tout ce qui se passe doit être la faute de quelqu'un. Et après, il y a cette fameuse histoire du bouc émissaire, hein. C'est ça. Enfin, moi, ce qui me fascine, c'est cette raideur, tu vois. Et comment, par exemple, les femmes ont laissé faire des choses comme ça. Parce que les femmes sont censées être sensibles, délicates, etc. Or, moi, par exemple, je sais que ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, envoyait au front leurs enfants. Je sais pas, moi, je veux dire, une mère ou une grand-mère, elle a des fils, elle les cache. Tu vas quand même pas aller faire la guerre, tu vas pas aller tuer des gens et les faire tuer. Pour Dieu et la patrie. Encore il y a pas longtemps, ma cousine me dit qu'elle a fait des gosses pour la France. C'est dingue, ils sont cinglés. Tu vois, et bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment
On est passé de ce livre-là, par exemple, Oui. Les souffrances du jeune Werther, Die Leiden Des jungen Werther. Die Leiden des jungen Werther, qui est un petit livre 18e merveilleux, très élégant, très bien fait, Oui. tout à fait dans l'esprit de Goethe. Quoi. Oui, Je veux dire, oui. j'ai- Jeune, que j'étais jeune surtout, hein, c'est ça. Avec ça 25 ans. qu'il a, c'était sa percée, ça. Hein. C'était ça, avec ça, c'est grâce à ce Plus que livre-là. William Meister ou. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Ça, c'est son genre, son premier. Il a écrit tout jeune, justement tout amoureux, juste avant de venir à Weimar et de chasser les filles du comté de Weimar avec le comte. Il était un peu Casanova comme ça. Ah oui, oui, oui. Ah, ouais. Les deux, ils se sont. Il y a deux, quand ils étaient jeunes, ils ont fait plein de bêtises apparemment. Mais ça aussi, du coup, ce comte-là, il lui a donné sa place à Weimar. Hein, et il était même après dans le gouvernement, etc. Mais c'était bien avant ça, et il a écrit ce livre, ça a cartonné, c'était sa percée, il était encore tout jeune. Il a traversé encore une phase, genre, on appelle ça la phase Sturm und Drang, la tempête Drang, c'est les émotions. oui, tempête émotion, poussée d'émotion. Il y a orage et. Enfin, il y a deux traductions différentes en français que je. Oui, je sais. Mais c'est parce que ça parle de cette époque, enfin, de ce moment-là dans la vie de Goethe et plus tard aussi de Schiller, même si c'est en décalage, quand ils ont écrit c'est des écrits entre guillemets un peu révolutionnaires. C'est les jeunes qui poussent et qui mettent le point sur la table. Et Goethe, avec ce livre, il a mis le point sur la table aussi. Et on Schiller s'en rend pas plus compte, tard, ouais. avec ses pièces. C'est bien que tu le dises, ouais. Avec Goethe, le Goethe, enfin, sur la guerre des Bauernkrieg, les guerres des paysans. Il y avait une guerre au XVIe siècle. C'était une guerre de religion qui a dévasté l'Allemagne entière et l'Autriche aussi, qui était la guerre entre les catholiques et les protestants. Et donc il y a même les Suédois, le roi de Suède qui est venu, parce qu'il était protestant, il a envoyé ses soldats pour soutenir la cause protestante. Moi j'appelle ça les pulsions exécrables. C'est-à-dire qu'il y a à toutes les époques des pulsions exécrables, de gens qui sont ravis que ça se passe pas bien, au fond. Toi, je vais sur Twitter de temps en temps, je peux même pas y aller. C'est insultes, vulgarité, et je t'accuse et je te contre-accuse, je veux dire, extrêmement pénible, extrêmement pénible. Ben, c'est une variante amoindrie, hein, édulcorée de ce qui se faisait dans les temps anciens quand ils se foutaient sur la gueule, quoi. Je préfère encore qu'ils le fassent en simulacre sur Twitter, mais ça peut peut-être se faire un jour, hélas, hein, dans la entre guillemets vraie vie. Alors ce qui m'intéresse, c'est comment on va passer de ça, qui est un chef-d'œuvre de la sensibilité et de l'intelligence, parce que je tiens à le dire, ça ne se sait pas assez, Goethe est très délicat, très sensible, extrêmement fin, rien de vulgaire. Bah, par exemple, il raconte que Werther monte sur un arbre et puis il prend un cueilloir et il fait tomber des poires entre les mains de Charlotte. C'est d'un érotisme délicieux, d'une très grande délicatesse, très fin. C'est adorable. C'est pas du tout nazi pour un rond. Moi, les nazis, je les imagine arriver chez Freud, ils sont furieux. Qu'est-ce que c'est que ce type? Psychanalyse, on comprend rien. Il a juste le temps de se barrer parce que Marie Bonaparte, de la famille de Bonaparte, fallait d'aller en Angleterre. C'est une espèce de cinglé, quoi. Des fous dingues, un peu comme ça qu'on en a encore d'ailleurs. Oui. Partout. C'est un peu la mode. Hein. Goethe, c'est pas ça du tout, t'es d'accord? Oui. Hein, c'est un monsieur d'une finesse, d'une délicatesse. Enfin, il y a des lieux communs qui traînent comme ça dans l'esprit des Français, Oui. qui sont entre autres véhiculés par l'école. Parce que nous, Français, quand on prend des cours d'allemand, si tu veux, ben, on reçoit un discours. Et le discours que j'ai reçu en 12 ans d'allemand, ben, c'est pas celui que j'ai découvert en lisant Goethe, tu vois. Oui. On nous refile des trucs du genre Heinrich Böll. Mais il se pose peut-être là. Oui, Böll, mais Böll a. Mais Böll, c'est le premier écrivain allemand important. Il faisait partie, on appelle ça, pour reconstruire l'allemand comme langue littéraire. C'était lui. Enfin, je reviens à Goethe après. Mais c'est-à-dire que même, je cite Zweig, le fameux Zweig, qui était l'auteur germanophone, juif autrichien,
le plus traduit entre les deux guerres, en fait dans le monde en plus, qui lui s'est suicidé durant la guerre au Brésil parce qu'il avait 60 ans et il n'était pas trop optimiste sur la fin de la guerre, et même il a dit justement ma langue dans laquelle je m'exprime, dans tous les sens du terme, est devenue la langue des bourreaux. Et moi, j'aurais pas la force, je n'aurais ni l'âge, j'aurais 60 ans, ni la force de reconstruire, de rendre à l'allemand, à ma langue, à mon écriture, une place universelle, de détacher les langues bourreaux. Et donc c'est pour ça qu'il s'est tué. Il écrit ça dans sa dernière lettre. Et après, il était donné pendant un certain temps, parce qu'il y avait des écrivains collaborateurs, d'autres ils étaient aux États-Unis et en France évidemment, ou souvent en Angleterre. C'était les Suisses à prendre le relais parce que c'était neutre. Donc c'était Max Frisch et Friedrich Dürrenmatt qui ont commencé entre guillemets à cartonner avec leurs pièces et leurs romans, et c'était accepté, on peut dire, parce que c'était un Allemand entre guillemets neutre, parce que c'est des Suisses qui l'ont écrit. Donc ils ont assuré la phase de 1945 jusqu'au début des années 50, où la littérature allemande était suisse, si tu veux. Et après, Böll, avec Böll, on peut dire, l'allemand retrouve, il a eu aussi le prix Nobel, tout ça, donc ça commence à se détacher dans les esprits, en tout cas littéraires, de la langue des bourreaux, des nazis, tout ça, la langue militaire, le langage militaire allemand, qu'on considère toujours très... non, comme si c'est des chiens qui aboyaient. Et le cliché, même dans les films, parce qu'en fait, au début, les soldats allemands dans les films français étaient joués par des Français qui faisaient un faux accent allemand, n'est-ce pas? Ils parlaient comme ça. Hein, et surtout quand ils parlaient allemand, en fait, ils ne parlaient pas allemand, mais après, c'est comme le japonais un peu de la guerre. C'est très militaire, très fort, et insupportable. Et après, il y a... Mais ce n'est pas le cas, justement, la langue des poètes. Et là, je cite Rilke, qui était aussi qu'est-ce que je pourrais dire de Rilke? Der Tod ist groß, wir sind die Seinen, lächelnden Munds. Und wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt zu weinen, mitten in uns. Donc c'est pas du tout. C'est très doux, c'est ultra doux. Rilke qui a beaucoup vécu à Paris, qui aimait beaucoup Rodin. Il était pendant une époque son secrétaire. Il a gagné quelques sous. Non, mais c'était son idole aussi. Il appréciait, il adorait Rodin. Il adorait l'œuvre de Rodin. Et comparait son œuvre poétique à l'œuvre de... Rilke, ce qui est intéressant chez lui, c'était pas un mec comme Thomas Mann, parce que parle de pareil, hein, avec Böll, ça c'est l'après-guerre, donc la langue allemande retrouve sa place. Thomas Mann, il écrivait comme ça tous les jours, j'invente un peu, genre de 9h à 11h30, écriture. Après, dîner en famille, de 14h à 17h15, écriture, correction, réécriture, etc. Probablement le soir aussi. Donc lui, il avait ses horaires fixes d'écriture. Et il fournissait comme ça, il recorrigeait, il finaillait, il ciselait les mots, tout ça. Et Rilke, il souffrait des moments où il ne sentait pas l'écriture, et il fallait qu'il soit inspiré, fait qu'il soit, ça déborde d'une certaine manière. Et là, il a écrit d'un seul trait tous ses odes, les poèmes. Je comprends très bien ça. Il devait toujours passer par ce moment de donc il n'allait pas très bien en plus, ça c'est une autre histoire. Mais Thomas Mann, même si ça allait bien, ça allait pas bien, j'écris. Avec quelque chose d'un peu, quand même un petit peu embêtant, c'est un peu névrotique. Il y a un vrai souci. Oui, c'était après le résultat, je suis pas un fanat de Thomas Mann, mais ça reste un bel artiste. Ah oui, c'est magnifique. La langue est très belle, incontestablement. C'est de la très belle littérature. Et il a compris aussi la condition de l'artiste. Et il écrit très bien dans le Tonio Kröger. Je ne sais pas comment s'appelle le roman. Il parle d'un jeune homme, justement, qui n'est pas blond, aux yeux bleus, et que sa mère est italienne,
pas même dans le roman, et qui désespérément cherche à être le bon bourgeois allemand. Parce que c'est une famille bourgeoise. Et il se rend compte qu'il n'arrive pas, il peut pas. Et il parle de Hans Hansen et Ingeborg Holm, donc le couple idéal, blond aux yeux bleus, qui font ce qu'il faut faire, les études, le commerce. Et lui, il aspire, il souffre de son incapacité d'être comme eux, d'être le bon Allemand ou d'être le bon citoyen. Et jusqu'à ce qu'il accepte qu'il est écrivain. Et que sa place est ne pas la place, une place dans la société genre bourgeoise bien établie, c'est cet élément, cet électron libre, difficile, sur tous les plans, de l'artiste. Et ça c'est Thomas Mann qui l'écrit, même si lui, fait son apparence, même son apparence de tout ça, fait bourgeois à mort, entre guillemets. Mais là, son âme ne l'était pas. Donc lui, son extérieur, faire l'extérieur fonctionnait comme une horloge, un peu. Hein, et il se lâche, entre guillemets, dans le livre. Mais pour moi, quand j'ai lu ce livre, pour moi c'était, parce que je m'identifiais à ça, j'ai compris qu'il ne faut pas que je cherche ma place, pas que je cherche à arriver dans la société, à être, on me dit ça, non réussi, la réussite. La fameuse réussite. Même s'il n'y a pas de mal à réussir entre nous. Oui, mais c'est-à-dire, comment dire, est-ce que je fais une traduction littéraire de l'allemand, arriviert, ça veut dire qu'avoir réussi, pas forcément seulement financièrement, mais aussi dans l'organisation de la société, de la ville, de l'État, etc. C'est-à-dire avoir ta petite place qui t'appartient, fonctionnaire, pas trop longtemps. Et j'ai compris aussi, la déchirure, et mon combat, que tu reconnais peut-être, c'est de rentrer dans le système, voilà, c'est ça, et de ne pas, au fond, c'est même pas vouloir, c'est ne pas pouvoir. Et donc Tony Krieger, il dit non, oui, mais c'est parce que je suis artiste. Je peux pas. Il faut pas que je cherche ça. Il faut que je m'épanouis dans mon existence artistique, en l'occurrence dans l'écriture. Alors ça me fait vraiment. Voilà. Ça me fait penser aussi à Marcel Proust, tu sais, qui avait des problèmes très proches, à ceux de Thomas Mann. Et on voit bien que, au fond, allemand ou français, les problèmes sont les mêmes. À savoir, il y a un être social avec lequel il faut fonctionner, et les femmes sont très sensibles à ça. Voilà, il y a des apparences, il y a des injonctions sociales. Tu dois être ça, sinon ça ne va pas. Par exemple, tu ne dois pas être passionné, ça c'est interdit. Ou alors à condition que ce soit un peu lucratif, ou des trucs comme ça, ou exhibitionné sur les réseaux sociaux. Mais la vraie passion, Sturm und Drang, qui profonde, ça reste à mon avis un interdit. Et puis, comment vivre soi tout en accédant à une vie sociale plus conventionnelle. C'est un problème fondamental qui est aussi bien allemand que français, je veux dire, et que les Allemands, donc tu me dis, connaissent quoi. Voilà. Alors, tu m'avais fait observer une chose, c'est qu'en tant qu'acteur, Andreas est également acteur de cinéma, tu avais reçu en fait l'injonction presque des réalisateurs, dont on sait qu'ils ne sont pas toujours très 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 fins, ni très intelligents, d'être le nazi de service, alors que tu n'as rien du nazi de service. La première chose que je me dis quand je te vois, c'est « Ah bah dis donc, ce garçon, c'est vraiment pas une caricature d'Allemand ou d'Autrichien. C'est complètement tout le contraire. » Et tes amis, tes amoureuses le disent, il n'y a pas que moi. Andreas, c'est un garçon très fin, très sensible, très intelligent et très fin. Or, le réalisateur arrive, casting, toi tu vas mettre des baffes, t'es le nazi de service. C'est intéressant quand même, tu vois. Comment on en arrive là? Et ça, c'est parce que le souci du cinéma et de la télévision, depuis les 30 dernières années ou plus, c'est d'être le plus authentique possible. On est pris pour ce qu'on est. Le casting en dehors des vedettes, et parmi eux, ceux qui sont aussi des acteurs qui arrivent qui ne se jouent pas eux-mêmes, comme le dit Alain Delon, qui disait « Moi, je me prête moi au personnage », c'est-à-dire c'est toujours Alain Delon.
Même si il a des choses extraordinaires. C'est assez étonnant. Mais il y a des acteurs qui se transforment. Oui, oui, oui. On peut faire un lien avec une conception de la France à laquelle tu n'as peut-être pas pensé. C'est que l'Allemagne est un pays très intérieur, qui était 2 fois plus peuplé que la France au moment de la Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même intéressant. Hein, plus petit, beaucoup de monde. Voilà, c'est pas sans importance du tout. Et puis, comment dire, l'espèce d'impossibilité pour les Français d'être l'Allemagne et pour les Allemands d'être la France. Parce que la France, si tu veux, c'est d'abord une capacité d'accueil. Alors ça, les Français ne le savent pas assez. C'est qu'on est au bout de l'Europe, tu vois. Et après, il y a l'Angleterre, ok. Bon. Mais c'est Finistère, hein, c'est la fin des terres. Donc il y a une puissance d'accueil. L'immigration s'arrête, tout simplement. Donc là où l'allemand peut-être a une forme d'authenticité génétique, j'en sais rien. Je sais qu'à titre personnel, je suis moitié allemand, hein, sur le plan génétique. Fatal, hein. Très bien, très content. Mais le français ne peut pas se retrouver très bon. Mais qui est plus que ça, ça me gêne. Mais ce qui est particulier à la France, aussi par rapport à la langue française, c'est le fameux, un dictionnaire, mais c'est comment ça s'appelle là, les messieurs là avec les épées. Ah oui, l'Académie française. Ouais, voilà. Oui, mais c'était. N'empêche qu'il y avait quand même Graham Greene, si je ne me trompe pas. Donc, il y a eu d'excellents. Paul Morand était un merveilleux écrivain et académicien. Mais c'est eux. Donc, mais un centre, je ne dirais pas de surveillance, maintenant c'est de moins en moins de surveillance, mais d'accompagnement de ce qui est la langue française, que les Allemands n'avaient pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. C'est pour ça que comment l'allemand littéraire est né. Je ne vais pas m'égarer trop là-dessus. Mais c'était plus douloureux, plus long, si tu veux, parce qu'en France, il y avait tout de suite cette conscience de notre langue. Louis XIV, n'oublie pas. Hein. Voilà. C'est-à-dire c'est quand même un acte autoritaire, politique. Hein. Oui, de Richelieu, je crois, non? Oui, tout à fait. Ouais. Et n'empêche, voilà, pour dire ça. Après, la France, jusqu'au jour d'aujourd'hui, a eu, et ça c'est pour ça aussi que moi artistiquement, j'ai pu et je peux évoluer et vivre en France. Et grâce à la France, j'ai obtenu justement mes études, tout ça. Et une formation artistique aussi que j'aurais jamais pu trouver dans les pays germanophones. Donc je dirais même, je dois une grosse partie, je dirais même la plus grande partie de mon existence et de ce que je suis en tant qu'artiste à la France. Mais parce que oui, c'est pour ça. Et c'est parce que la France a eu l'intelligence d'intégrer des artistes, de faire autre chose, les sportifs c'est autre chose. Bon, à partir du moment où tu communiques, tu écris en français, l'accent ou pas. Donc il y a les cris Goncourt, j'ai pas prix Goncourt. Comment ça s'appelle Jonathan Little, ou alors récemment, ou même avant, tout ça, des gens qui ne sont pas du tout de langue maternelle allemande, parce qu'ils ont écrit en français. Donc, il faut partir de la culture française. Et j'avais dit hier aussi, surtout par rapport à Paris, mais je pense que le fantasme de ce Paris, cette ville universelle et internationale et bohémienne et autres, n'existe qu'à travers aux étrangers qui sont venus et que Paris a attirés pour vivre ce rêve. Et donc c'est eux qui nourrissent le cliché entre guillemets de Paris, qui n'est pas toujours pas de cliché parce que c'est toujours vécu, mais pas forcément par les Parisiens. Voilà. C'est très juste. L'imaginaire de Paris, c'est vous, c'est des étrangers qui arrivent, qui l'entretenaient et qui le font vivre. C'est là que c'est très fort. Oui. C'est-à-dire que là où il n'y a rien, il y a quelque chose. L'étranger, il arrive, il adore Paris, il ne trouve pas ce qu'il cherche. Parce qu'il y a un choc du réel, Paris a beaucoup changé. Eh bien, tu sais, c'était la sottise qu'avait dit Trump. Ah, il n'y a plus Paris, c'est rien du tout celui-là. Paris, c'est ce que tu vas en faire, tu vois. Moi, je suis provincial, toi, tu es autrichien. Bon, là, nous adorons Paris, nous faisons vivre Paris, parce que nous injectons notre sensibilité et dans ce qui est tout à fait entre nous extraordinaire. Moi, je considère que Paris est une ville merveilleuse, de diversité, de sensibilité, d'intelligence. Oui, puis c'est prodigieux. Pétille. Moi, je compare Paris toujours. Paris, c'est comme du champagne, ça pétille à des bulles. Encore, oui. Et puis, c'est une ville de printemps, contrairement à Vienne, ma ville, qui est une ville d'automne. Tous les artistes qui ont joué, notamment, comment s'appelle cette fameuse actrice, Fanny Ardant, disaient, ah oui, mais c'est tellement mélancolique, Vienne et tout ça. Et c'est vrai.
Ah ouais. Donc, c'est peut-être parce que c'est les dernières collines des Alpes, comme ça, qui vont justement vers les plaines hongroises. Et, et c'est vrai qu'il y a plutôt, enfin voilà, c'est une ville d'automne. D'accord. C'est plus calme, c'est plus lent. Et Paris, c'est pétillant. C'est pour moi, je dis petit peu Paris. Ah oui, ça, Paris, Pigalle, c'est par printemps. exemple, pétille très bien. Ouais, ouais. Oui. Et c'est resté très vrai. Et chaque coin est inspirant. Tu te promènes dans Paris, moi je le fais souvent en vélo, tout ça. Enfin, il y a toujours, tu es inspiré dans chaque coin, chaque immeuble, chaque rue. Enfin, pas forcément toutes, mais la plupart quand même. Et je trouve, je sais pas, c'est étonnant. Et pareil, moi j'adore Paris. Alors tu sais que Louis-Ferdinand Céline disait que la Deuxième Guerre mondiale, et même la Première, avait qu'un seul objectif pour les Allemands, c'était de prendre Pigalle. Hein, parce qu'ils avaient tellement envie de venir à Pigalle voir les flics. Et c'est certainement vrai. Et les soldats allemands, ils étaient ultra heureux d'être stationnés à Paris. Je pense. Il y a Zweig qui décrit dans Le Monde d'hier, hein, il est aussi à Paris. Ah ouais. Il dit que voilà, c'est une ville libertaire. Il parlait aussi des Noirs qui se promènent dans les rues égales aux autres. Il n'y a pas et qui avait un esprit, c'est doute magnifique. Hein, on n'a pas connu avant la Première Guerre mondiale quelque chose une espèce d'urgence de vie, mais aussi de liberté et de libertine. Parce qu'il écrit justement les filles blanches se promènent dans les bras des noirs, tout ça. Donc aujourd'hui, maintenant, tu dis ça, c'est comme tu dis, ça vire maintenant cet œil. Les gens y remettent leur, comment on dit, chez les chevaux. Là, écoute, c'est extraordinaire ce qui se passe parce que Paris est restée très belle, à mon avis, hein, aussi. Mais il y a un discours contre. Le lieu commun sur Paris, c'est « Oh, c'est sale ». J'écoutais une vieille dame qui venait en banlieue il n'y a pas longtemps au téléphone. Elle dit « Ah, Philippe, comment tu fais pour vivre à Paris? C'est sale ». Je suis resté très poli, mais j'aurais pu dire « Comment tu peux vivre ta vie de merde dans ton patelin de con à 30 bornes de Paris avec des débiles ?» Non, je ne l'ai pas dit. Hein. Sur Paris, je trouve ça merveilleux. Les filles sont splendides, très belles, très soignées, très élégantes. Beaucoup sont cultivées aujourd'hui. C'est un paradis. Je veux dire, les garçons, après, moi, j'ai des amis qui sont des gens merveilleux. Il y a un degré de culture et d'intelligence tout à fait prodigieux. Oui. C'est plus du tout, évidemment, le Paris des années 30, mais c'est autre chose. Oui. Et le lieu commun contre Paris, que Trump exprimait très bien, du haut de sa bêtise, mais aussi des tas de gens provinciaux. Je discutais avec ma banquière il n'y a pas longtemps, très gentille dame d'ailleurs par ailleurs, et elle habite en banlieue. Je dis, gentiment, ça ne doit pas être drôle le soir, quand même, parce qu'entre nous, Noisy-le-Grand, à partir d'une certaine heure, c'est quand même pas funny, c'est pas ma mauvaise volonté. Et elle me disait, oh là là, je préfère être dans ma banlieue plutôt qu'à Paris. En bref, tu préfères t'embêter devant ta télé, plutôt que de sortir au théâtre, de rencontrer des gens intéressants, faire partie d'un club de poésie, aller dans un bar, discuter avec des amis. Non, tu préfères t'ennuyer devant TF1. Et ça, c'est une nouveauté, hein. C'est l'arrogance de Lignard. Pendant très longtemps, Lignard, il fermait sa gueule. Il n'était pas très très brillant, il ronchonnait dans son coin. Aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est le cas en Allemagne, hein, mais en France, il y a une espèce il s'autorise. Hein. Je ne sais plus quelle fille disait à la télévision il n'y a pas longtemps, une écrivaine, « Ah oui, mais Proust, c'est pas très bon. Hein. » Ou Mazarine, comment dire, la fille de Mitterrand, qui disait « Oui, mais enfin Flaubert, quand même, non. » Comment on peut arriver à dire des conneries pareilles? Moi, ça m'effare, complètement. Mais ça, c'est l'ignorance dans le vrai sens du terme, c'est de ne pas connaître. Je pense que si tu dis ça, tu ne connais pas, tu n'as pas lu. C'est parce que parce que ça fait du buzz de le dire. Ouais. Mais c'est parce que tu ne peux pas. Moi, je me dis toujours, même par rapport à toute œuvre d'art contemporain ou autre, tu peux ne pas aimer. Oui, tu peux ne pas aimer, c'est pas mon truc. Mais si tu as un regard, quand même si tu fais presque herméneutique, tu ne peux pas apprécier la qualité de travail. S'il y a une qualité de travail, c'est une autre chose. Mais si tu as un regard un peu intéressé, je dirais formé, par toutes sortes de possibilités, tu ne peux pas apprécier ce qui fait l'autre. Tu n'es pas obligé de l'aimer. Mais tu peux dire, c'est très bon. Mais moi, je déteste. Pour moi, personnellement, moi, je pense que c'est très important. Et donc voilà, après, c'est con de dire Proust. Tu peux ne pas l'aimer, mais tu ne peux pas apprécier. C'est bête. Mais c'est pas qu'ils n'ont pas lu, en fait. Il y a une arrogance, tu vois. C'est-à-dire que déjà lire, qui a lu Proust?
qui a vraiment lu Proust, hein? Je demande à la caméra. Enfin, je dis, moi j'ai commencé, j'ai toujours pas fini, mon cousin l'a lu. Mais c'est-à-dire que... J'ai lu Oui, mais 4 ou 5 je fois, suis j'ai lu certain. presque tous les jours. Je suis Et il y a des certain. Français et des Parisiens. Oui, J'en oui. connais qui lisent. Oui, mais je pense que c'est à ces personnes-là qu'il faut demander ce qu'ils en pensent. C'est vrai. Et toi, par Parce exemple, que je dirais, je te montre le très beau Oui. petit Goethe. Oui, Je te montre, tout de suite, tu es enthousiasmé. Quoi. Tu dis, oui, mais tu te rends compte, Napoléon a probablement eu cet exemplaire dans la poche. non, C'est certainement. enfin, c'est merveilleux, quoi. J'ai lu les souffrances du jeune Werther pendant l'été. J'étais bouleversé. J'arrivais plus à rentrer à la maison. Oui. Je dis, c'est merveilleux, tous ces mouvements d'âme, c'est sublime. Et je suis certain que tu vas trouver des milliers de gens, des centaines de milliers de gens en France aujourd'hui. Tu leur donnes le bouquin, ils vont te dire avec une arrogance parfaite, oh mais non, mais ça ne m'intéresse pas, t'as pas une série Netflix là? Oui. C'est une espèce de déferlante barbare sur laquelle on va rien pouvoir faire, hein, Ben, mais qu'il faut quand oui. même noter. On est obligé d'observer. Oui, parce que le monde change, tout coule, hein, tout bouge. Oui, peut-être c'est tout simplement la Et, vie. et à l'époque, il n'y avait pas la télé, donc le Netflix de l'époque, parce qu'il n'y a pas que de la merde. Hein, Peut-être, je connais pas. c'était avant, c'était le théâtre, Ouais. la comédie de l'art ou autre, enfin même les pièces classiques que Weimar et autres, et les romans qui ont été lus par peu de personnes, qui ont été quand même distribués, mais bon, qui l'a lu, c'est les nobles, les bourgeois, ceux qui savaient lire, c'est une autre chose. N'empêche que c'était ça leur passe-temps. Il n'y avait pas de télé, Ouais. il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, il y a d'autres possibilités, d'autres médias. Voilà, je ne sais pas s'ils prennent le dessus. Ça, c'est une autre discussion sur le livre et le mot écrit. Et aussi la façon d'apprendre à écrire, parce c'est prouvé scientifiquement qu'il faut apprendre à écrire. C'est pour ça en Inde, ils mettent du sable, les enfants ils font avec le doigt comme ça. Parce qu'il faut que ça se passe, pour que les synapses dans le cerveau se créent, il faut que ça passe à travers le corps, l'écriture. Et ensuite, mais bon, aujourd'hui, c'est même, voilà, maintenant, c'est vrai, et ça c'est. Il y a l'auto-écriture, les gens, tu tapes sur ton ordinateur, ou même tu dis, tu peux le dire et c'est transcrit. Ça va maintenant jusqu'à la traduction presque parfaite de plus en plus. Donc ça passe plus par un être humain. Si, ça passe par quelqu'un qui a fait le logiciel, mais il n'y a plus cette marge, et aussi marge d'erreur. Si, une autre marge d'erreur. La respiration, ça passe plus par une respiration. Que l'erreur puisse être respiration. Oui. Et de l'être, en fait. Que l'erreur puisse être l'être. L'erreur est toujours à l'origine, le problème, à l'origine de la créativité. L'homme résout un problème, devient créatif quand il est face à un problème. Il faut des problèmes pour chercher à inventer les inventions, tout technique, et de toutes sortes, même dans le théâtre. Si tu heurtes à quelque chose, tu es obligé d'inventer. Donc c'est ça c'est la créativité. Et donc elle a besoin de l'erreur. On a besoin de l'erreur. Enfin, hier on a parlé. On a besoin de l'ennui. L'ennui. Les enfants, justement, ils sont plus ennuyés. Ils peuvent plus. Non, même s'ils veulent. Ils s'ennuient, t'imagines. C'est très bien. Ils s'ennuient tout le temps, en fait. Oui, mais il faut qu'il y ait l'ennui vide, sans influence, sans musique, sans. C'est à ce moment-là, c'est aussi scientifiquement prouvé, qu'est-ce que je peux faire pour tuer cet ennui? Tiens, si je commençais à jouer à les jeux, tout ça, et la créativité, vous pouvez écrire un poème, il faut passer par ce moment de plat, de platitude, non, c'est pas une platitude, c'est pour ensuite, pour se ressaisir, pour réinventer. Et là, aujourd'hui, on ne peut plus être ennuyé parce qu'on est toujours, on détourne toujours notre attention. Enfin, on est toujours perturbé, on est toujours dérangé. Donc, à force d'être dérangé, on n'a plus le temps d'être ennuyé. Mais après, on se plaint de ça. Enfin, je dis oui, mais voilà, le temps change, l'époque change. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous? Ou alors, comment gérer ça? Parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est pas possible. On peut rêver d'un passé. Je suis moi-même, maintenant je me pose ces questions-là parce que moi aussi je défends quelque chose, qui ne, je dirais pour la plupart du temps, plus tellement de cette époque. Mais après je me dis, mais qu'est-ce qui est dans ce que je défends, enfin, je parle théâtralement parlant, qu'est-ce qui est essentiel et universel? Et ça, j'essaie de transmettre ça pour qu'ensuite
cette expérience puisse nourrir les nouveaux moyens d'expression. Parce qu'on peut pas. C'est plus à la plume, c'est. Quoique, je pense que. Je sais pas. Ça dépend qui. Ouais. Bien sûr. Alors, en tout cas, la nécessité de s'ennuyer, oui, bien sûr, absolument. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, et je trouve que c'est assez intéressant. J'ai mis du temps à le comprendre, mais l'important dans la vie, ce n'est pas les gens intelligents. L'important dans la vie, ce sont les imbéciles, parce que ce sont eux qu'il faut gérer. Les gens intelligents, on trouve toujours des solutions. Or, aujourd'hui, on a une vraie déferlante de la bêtise, sur laquelle, d'ailleurs, on n'a aucun pouvoir. L'occupation du temps de cerveau, c'est voulu, on ne va pas pouvoir faire grand-chose pour ces gens-là. Les marges de concentration sont plus courtes, les marges d'attention, tout ça. Oui, et puis quand ils ont 5 minutes le soir, ils sont affalés sur leur canapé, ils regardent le foot, des trucs parfaitement déservelants. Mais tant pis, c'est pas grave, c'est leur vie. Il est possible pour d'autres de faire autre chose, c'est ça qui est intéressant. Et j'ai observé, je les regarde de temps en temps, ils ont un manque. Moi, je les comprends bien sur le manque, parce que moi aussi je souffre. Pourtant, je suis vraiment pas bien. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment pas bien. Qu'est-ce que je fais? Alors, qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Je me dis, qu'est-ce qui me manque? Et je me dis, il manque des mots. Et je vais chercher un bouquin, n'importe lequel. Je regarde, je lis un truc, puis j'essaie de faire venir les mots, puis peu à peu, il y a des mots qui me viennent, qui me plaisent. Alors, je ne vais pas dire lesquels, c'est des secrets. Il y a des mots clés qui font que je vais bien. Et les gens qui regardent les films par habitude, je ne parle pas du cinéphile, de celui qui aime le cinéma, il y a de très beaux films. Excellents réalisateurs, des acteurs merveilleux, aucun doute là-dessus. Non, celui qui regarde, je regarde un truc, tchac. Ce qui lui manque, c'est des mots. Mais il ne le sait pas. Il va chercher des images là où il lui manque des mots. Et ça ne peut pas fonctionner. Tu l'avais déjà observé, ça regarde bien. C'est très très impressionnant. Et après, comme les mots ne viennent pas, ils deviennent amorphes. Le corps commence à devenir mou. Et puis il commence à épouser la forme du canapé. Et puis tout ça finit par dormir. Parce qu'il y a un immense et intense désir de dormir. Nos sociétés produisent, je ne dis pas méchamment, c'est très involontaire, c'est de la faute de personne. On est collectif sur ce truc-là. On produit un désir de dormir, peut-être pour oublier des trucs comme la Deuxième Guerre mondiale, qui ont été des choses totalement traumatisantes et horribles. Et je pense que le réveil en 1945 pour les Allemands comme pour les Français, comme pour tous les peuples en fait, et qui se sont dit, mais attends, mais on a laissé faire ça? On a laissé mettre des juifs dans des camps, faire assassiner des milliers de gens, et puis ces gens-là, ils rentrent en 1945 et ils voient qu'on continue à jouer au tennis. Le traumatisme prodigieux que représente cette fin 1945, début 1946, je crois qu'on est encore dedans. Alors ça, c'est mon interprétation, c'est peut-être une grosse connerie. Et j'ai l'impression qu'il existe aujourd'hui un prodigieux désir de dormir mondial, que le mauvais cinéma ou la mauvaise télé vient en quelque sorte concrétiser, et qui est l'envers d'un traumatisme non accepté. C'est-à-dire, ce que je sais de ma famille, puisqu'on peut dire que même s'ils ont déclenché la guerre, ensuite l'Allemagne avec les bombardements et tout ça, c'est beaucoup plus souffert, je dirais, que la France, en tout cas par rapport au bombardement des Anglais et l'envahissement, l'arrivée des Russes qui ont reviolé des générations, des villages, des villes entières aussi. Mais c'est le non-dit. C'est-à-dire que le Wirtschaftswunder, le miracle économique de l'Allemagne après la Deuxième Guerre, on n'en parle pas. Personne n'en parle pas. Il n'y a pas il n'y a pas des équipes psychologiques qui interviennent après un trauma post-traumatique, dramatique. Et donc ça n'a pas. Mais la génération de mes parents, ils étaient gosses à ce moment-là, mais ça leur a été transmis par leurs parents, donc mes grands-parents. On n'en parle pas. On n'en parle pas. Pas un mot là-dessus. Et donc ça n'a jamais été. En Allemagne, on était obligés, les Allemands plus que les Autrichiens, parce qu'on est passé, entre guillemets, on a réussi à se faire passer comme la première victime du nazisme, donc les Américains nous ont traités plus favorablement que les Allemands.
bizarrement, hein, puisque Hitler est autrichien, fait pas parmi les pires des SS, tout ça. Totalement irrationnel. Ah, voilà, enfin, ça c'est justement le bouffon qui... C'était Oui, pas de mais nous. quelque part. Mais n'empêche que... Donc, mais il y a ce silence des morts, de morts, mais avec toute l'énergie noire en dessous qui s'est transmise. Et n'empêche que, je voulais dire, les Allemands étaient quand même les coupables. Donc il fallait qu'ils fassent. C'est le monde entier qui les a forcés de faire face à leur culpabilité. Hein, les procès, etc., jusqu'au jour d'aujourd'hui, et de restitution et autres. Oui, avec une espèce de crispation dans la culpabilité et dans la vengeance qui me paraît quelque chose de nocif. Oui, mais en même temps, ils ont fait ce travail, malgré eux, ou volontairement, fait aussi artistiquement. Il y a des metteurs en scène, des pièces de théâtre, etc., notamment des années 70, hein, quand je parle de Georges Tabori et autres, et qui ont mis le doigt là-dessus, ou alors Elfriede Jelinek, par rapport à la collaboration de certaines actrices, acteurs ultra connus, autrichiens, avec une pièce là-dessus. Tout ça a été descendu par rapport à l'époque par rapport à ça, mais n'empêche qu'ils ont quand même encore ouvert soulevé les pierres pour que les vers sortent. Et n'empêche, voilà, ça a été, ils ont dû le faire, ce travail. Et c'est d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles les Allemands avaient du mal, jusqu'à aujourd'hui, maintenant ça change, de participer à quelque guerre qui soit, l'Irak. Oui, ils ont intervenu peut-être comme force. Maintenant ça a changé, là maintenant ils envoient des armes, des tanks, etc. à Zelensky, en Ukraine, tout ça. Même il y a une mais ils hésitaient, ils ne pouvaient pas, parce que pour les Allemands c'était impossible d'être considéré comme un agresseur. Après la Deuxième Guerre mondiale. Mais ça, c'est vraiment profondément ancré dans l'âme des Allemands d'aujourd'hui. C'est-à-dire, eux sont plus pacifistes, hein, que peut-être les Français, ça je ne sais pas. Mais c'est en train de basculer là, avec les nouvelles guerres, les nouveaux conflits, tout ça. Et là, la mort des derniers victimes, les derniers survivants de l'Holocauste, et les derniers SS, là, qui ont tous une centaine d'années, qui étaient, donc cette génération des bourreaux et des victimes, ceux qui ont survécu disparaît. Et avec ça, malheureusement, je pense aussi la conscience. Bon, il y a un gros effort pour garder cette conscience quand même. Oui, mais il n'y a plus le relais vivant, de vivant à vivant. Parce que ça, c'est dans un enseignement et dans un apprentissage, donc je pense que c'est essentiel que tu rencontres la personne. Oui, bien sûr. Puis les souvenirs familiaux qui te permettent de lier à tout ça. Tu parles souvent de ta famille, tu as raison. On devrait, souvent on dit, voilà, tu ne devrais pas parler de toi. Bien sûr, parle de toi, que ce soit intéressant, bien sûr. Mais on a chacun une histoire. C'est cette histoire liée à l'Allemagne, par exemple, et à la guerre. Bon, ce n'est pas le moment de parler de ma famille. Mais chacun d'entre nous a un rapport à la guerre et à l'histoire par ses parents, ses grands-parents. Et leur manière de digérer. De le vivre. C'est très dur parfois. Ça, voilà. Et ce qui me plaît, tu vois, c'est que là, on est dans la sensibilité. On est sorti de la figure du bourreau nazi qui a existé. Il y a encore aujourd'hui en France et en Allemagne, sans doute, des gens dont le comportement est problématique, je trouve. Mais bon, j'espère qu'il y en a de moins en moins. Mais en tout cas, c'est pas la question de savoir s'ils parlent français ou ils parlent allemand. C'est pas la question de savoir s'ils ont la carte d'identité française ou la carte d'identité allemande. C'est une question de personne, c'est plus une question de peuple. Et je crois qu'il faut sortir de cette idée que le peuple allemand est le peuple nazi. Voilà. Hélas, il y a eu des trucs qui sont vraiment pas beaux qui ont été faits. Et de la même manière, il faut sortir de l'idée, je crois, que le peuple français et le peuple collaborateur. C'est plus compliqué que ça, c'est plein de différences. Oui, mais il faut de l'avouer, ça fait longtemps aussi que ce soit mis sur la table. La France était toujours les résistants. Oui, mais comme je disais tout à l'heure, je pense que les guerres... Je ne suis pas non, mettre sur le dos. Mais voilà, et je Oui. dis, voilà, les descendants, la future, j'espère pas présidente, tout ça, c'est
c'est clairement, directement, historiquement, et il faut le dire, en fait, c'est des gens, c'est des collabos, cette partie-là, c'est des, pas seulement idéologiquement, ce parti-là, et l'héritier direct, comme chez nous, hein, l'extrême droite, direct, après je dirais historiquement pourquoi, pas trop, des collabos ou alors des nazis. Et il n'y a pas genre, non, c'est clair. Enfin, en plus, tout le monde le fait, c'est visible. C'est très bizarre hein, que ce soit pas. Le fascisme décomplexé, le nazisme. D'ailleurs, voilà, on regarde l'Italie, hein, néo-fasciste. Mais là où ça se complique un tout petit peu, puis on va terminer avec ça. Oui, il faut pas qu'à mon avis, si tu veux, le fascisme ou le nazisme, c'est le mot un peu large, les comportements idéologiques autoritaires qui véhiculent de l'ignorance, de l'obscurantisme, de la censure, ne sont pas un privilège de droite. Hélas, la gauche, si tu regardes bien, surtout aujourd'hui de plus en plus, ils sont préoccupants aussi. Oui. Et là, c'est quand la gauche et la droite sont préoccupants, c'est le moment de courir vite. Parce que voilà, je souhaite que tout se passe bien, qu'on arrive à trouver collectivement des solutions pour que ça se passe le mieux possible. Mais je suis c'est aussi pour ça que j'ai créé le Cairn Centre culturel alternatif, et qui a ces grands entretiens. C'est que je crois qu'il est plus que temps de produire du dit de qualité qui permette de servir de chemin aux Français ou aux Allemands. La parole comme chemin. J'aime bien la phrase de Kafka qui écrivait en allemand, les mots sont le chemin vers les choses. La grande caractéristique de notre époque, c'est une phrase que je répète de temps en temps, c'est que la vraie vie avance dans le non-dit des mots. Autrement dit, il y a une espèce de vie qui avance sous couvert de se taire par interdit de parler, qui est extrêmement préoccupant. Et je préfère de temps en temps qu'on puisse advenir à une parole féconde, qui ne dit pas la vérité, parce que je dis ni toi ni moi n'avons la prétention de dire la vérité, mais qui essaye de dire notre sensibilité. Ça, je pense que c'est un point commun entre nous deux. Exprimer la sensibilité d'un être en tant que c'est un corps qui a une histoire, moi, c'est ma seule prétention. Et qu'à partir de là, on exprime nos vies. Toi, Autrichien, moi, Français, 2023, ça fait qu'on arrive à s'entendre. Voilà, c'est bon pour aujourd'hui.